Salut les mecs, voilà, pas de panique. Certains m'ont dit ouais, la vidéo allemande est plus longue que la vidéo française. Ah c'est normal, la vidéo française arrive sur le Losi 4.0 brushless d'un peu plus près. J'ai fait une carreau pas avec des peintures Tamiya. Souvenez-vous, un abonné m'a dit ah, vous pouvez prendre des peintures Urban Painter. C'est 3,50 la bombe, 2 fois plus grosse que les Tamiya. Ça marche aussi sur le plastique. On a donc fait l'essai. D'ailleurs, à ce sujet, cette carreau est peinte aussi avec cette bombe de peinture. Alors c'est vrai, 3,50 c'est pas cher et c'est vrai que ça tient. Mais, alors déjà, elle a un bon pouvoir couvrant. Tu passes le blanc, j'ai passé le noir en dessous. Pourtant, eh ben, c'est blanc. Mais, autant elle couvre, autant elle ne couvre pas. Je m'explique. Tu as partout encore des petites, comme des bulles, des micro-bulles dans la surface où tu vois à travers en fait. Même si le noir n'a pas traversé, ça le fait moins. Sur une carreau simple comme le buggy ici par exemple, c'est allé relativement bien pour peindre. La peinture est plus lourde et plus épaisse. Même avec, tu peux commander plusieurs têtes de bombe. J'ai donc commandé plusieurs têtes de bombe. J'ai essayé plusieurs têtes et c'est pas aussi fin que la peinture en bombe RC, il n'y a rien à faire. Et ça a beaucoup plus de mal aussi à aller dans les petits recoins en fait, comme ceci. Ça adhère aussi un peu moins et ça met plus de temps à sécher. Alors celle-là on l'avait fait vite fait, puisque je ne suis pas fan de la cabine avancée. Alors on fera une carreau bien plus belle sur ma cabine reculée. Et sur l'essai c'est pareil, c'est la carreau pour les rouler. On s'est dit on essaie. Et là-dessus j'ai fait un pli. Et on a constaté tout de suite que dans le pli, je fais exprès, hein, je l'ai exprès plié la carreau. Et tu vois, ça craque sur la pliure. Bon, un petit peu, ça craque avec le plastique, mais c'est pas tombé. Ça tient bien. Je dirais donc pour faire des carrosseries basiques, c'est pas un problème. Après, il faut dire ce qui est. J'ai testé la Pactra en bombe, la ERP, je ne sais plus quoi, enfin une ou deux autres sortes, Apsima, encore une, et la Tamiya. Et de toutes ces 5 couleurs, la Tamiya reste le must en peinture RC pour le Lexan. Il n'y a rien à faire, imbattable absolument et totalement. Vous avez le nuage le plus fin, vous avez le spray le plus régulier et vous avez un séchage bien plus rapide. Évidemment, la peinture Tamiya détient encore des solvants, alors que les autres sont déjà passés à l'eau. Voilà. Ensuite, pour les peintures à l'eau, celle que j'ai testée, c'est Parma, ma préférée. Et comme j'ai appris l'aérographe, on va rester sur Parma. Qui, d'ailleurs, j'espère, va nous faire encore plus de teintes. Ensuite, un autre avantage à l'aérographe, c'est évidemment de pouvoir mélanger les teintes et de faire tes propres couleurs. Alors, venons-en au fait. Ce Losi 4.0. Je l'ai reçu, je pense, réglé pour un circuit. L'arrière était identique à ça, on l'a laissé. L'avant, on avait, c'est quelque chose que j'ai constaté typiquement sur les véhicules de compète, de l'huile très épaisse. C'est-à-dire que l'engin, tu le descendais, il remontait à peine. C'est vrai, quand tu le lâchais à ça, il tombait par terre complètement inerte. Pouf, zéro rebond, rien. C'est bien. Mais ça pose un problème sur un circuit défoncé. C'est bien sur un circuit lisse, mais sur un circuit défoncé, ta suspension ne pourra pas travailler. Donc moi j'ai assoupli à l'avant, j'ai passé tout simplement de l'huile d'origine au bas à l'avant, donc de la 350, puisque c'est de la 300W à peu près, donc ça fait 350, 380 CST. Pour ceux qui me posent la question, c'est simple, hein, tu mets huile W correspondance CST sur Google et tu vas trouver un tableau en français, même carrément, qui te donne les correspondances. Il y en a même un qui s'est donné du mal, qui a fait la correspondance entre toutes marques. Parce que là aussi, il y a encore des variantes apparemment. Hein, c'est assez étrange. Moi, personnellement, je roule en CST, comme ça j'ai mes points repères. Il y en a qui sont habitués à rouler W, ils restent en W. Et il y en a qui préfèrent l'huile Losi, il y en a qui préfèrent la Timasso, il y en a qui préfèrent ci, il y en a qui préfèrent ça. C'est normal, chacun fait ses échelles, chacun trouve. Donc ce que je peux conseiller à tout le monde pour les suspects, il n'y a qu'une façon de faire, c'est que tu te décides, tu choisis WCST ou quoi que ce soit d'autre que tu trouves, tu restes sur cette gamme et ensuite tu fais l'essai. Il n'y a pas d'huile idéale pour un tel ou tel engin ou tel type d'engin, encore moins, puisque chaque constructeur met des pistons différents à l'intérieur. Ça change donc tout. Les ressorts ont des duretés différentes, etc., etc. Et après, il y a ce que chacun aime. Restons sur les amortisseurs. J'étais bien content de trouver ici cette petite vis. Mais cette petite vis n'est pas pour sortir l'air, puisqu'il y a quand même une membrane, il y a quand même un trou ici. Tu ne peux pas sortir la membrane, puisque comme il y a le trou ici, l'huile va sortir par là. Donc voilà.
À la limite, tu peux sortir l'air derrière la membrane pour créer de la dépression dans l'amorto. Mais voilà, donc cette vis là, elle est à utilité, bon, on ne sait pas trop. Hein. Est-ce que ça va vraiment faire beaucoup d'effet de sortir l'air derrière la membrane ou de rajouter de la pression derrière la membrane? Je ne sais pas. Je pense que ça sera minime. Les ressorts aussi de ce Losi 4.0 ne sont pas 17 mm en haut et 17 mm en bas. Ils commencent en 17, ils finissent en, ça doit être du 14, voilà, hein, plus ou moins. Alors, on va pas jouer au millimètre les mecs. J'ai viré les chaussettes à l'avant pour que vous voyez mieux le ressort. Je vais le virer à l'arrière aussi d'ailleurs parce que moi j'aime pas rouler avec les chaussettes. Je trouve ça beaucoup plus beau, un amortisseur complet quand on le voit en entier. Voilà. Comme c'est le mien, je fais ce que je veux. Les plastiques Losi, rien à dire. Super solide. La visserie, on en a causé. Je suis pas un fan de la visserie US, surtout pas quand ça commence à être mixé avec la visserie Europe. Puisqu'ils utilisent certains matériaux qui viennent des fournisseurs chinois et eux, ils sont en visserie Euro. Forcément pas en US. Dans la carreau, ils ont prévu ici un petit trou pour aller ramener de l'air au moteur. Et on a de quoi laisser sortir l'air aussi. J'aurais aimé la même au niveau ici. Bien sûr, c'est pas possible parce que ça pose un problème. Si, comme sur cet 1, 2, 3, et c'est comme sur cet engin, tu peux régler ta lipo. Enfin, tu peux laisser la lipo devant, le varieux derrière, ou le varieux devant et la lipo derrière. Si tu fais des trous d'aération, ils ne seront pas forcément au bon endroit ou dans le chemin, ils vont gêner. Alors, comme dit, dans le kit, tu reçois 2 barres de Ackermann différentes pour changer donc l'effet sur la direction quand tu es en appui ou hors appui. Je pense qu'une barre avec plusieurs points d'ancrage et réglable aurait été plus simple que de changer une barre complète, mais bon, voilà. Après, c'est à toi de trouver celle qui te plaît et celle qui te convient. Les rotules alu, on y en parle aussi, c'est hyper léger, mais ça se bouffe plus vite, il y a plus vite du jeu par rapport à une rotule acier qui est, on peut dire, increvable et que tu ne changes jamais. Rien à dire sur la transmission Losi, la solidité est éprouvée, que ce soit les noix, les axes de cardan, etc. Usure, tu auras quasiment zéro, c'est clair. Le vario. Chez Losi, ils n'ont prévu qu'une chose, c'est-à-dire que là où tu mets ton vario, si tu mets ton bac devant, tu mets tes petites mousses au fond de ton châssis pour protéger ta lipo, et là où tu mets le vario, tu ne mets pas la mousse et tu colles le vario au double face sur le châssis, point à la ligne, rien d'autre, absolument zéro, nada, fixation de secours. Il n'y a pas de perforation plus pour mettre une espèce de clamp dessus, qui serait relativement simple à faire, hein, un petit truc universel, genre une vis à gauche, à droite et une patte au-dessus pour s'appuyer sur le vario. Peut-être différentes têtes de pattes pour appuyer au bon endroit, etc. Il n'y a rien, 0, 0, 0. J'aurais aimé une patte en plastique vissée au châssis. Donc tu visses ta patte, ton vario, puisque la plupart des varios ont des vis en dessous, on peut les visser. S'ils n'ont pas de vis comme les Castle par exemple, ou le boîtier c'est pareil, si tu fixes le bas du boîtier sur un vario Castle, tu as un problème puisque le boîtier peut s'ouvrir et ton vario allait se promener sans son boîtier. C'est uniquement clipsé. Là ça va puisque le vario Bewing est vissé. Mais sur le vario Castle, tu es obligé d'utiliser une clampe, sinon tu as un souci. Donc là, tu es obligé d'aller acheter un support, par exemple RPM qui fait des supports pour les différents varios, ou de le prendre chez une marque qui en a prévu ça, c'est-à-dire par exemple HPI, qui a des clampes complètes pour le vario Castle, ou autre. Ça, c'est dommage. Donc nous, on a fait tout simplement une plaque en alu, hein, relativement fine, hein, 0,5 mm. On l'a double facé au châssis. Et comme il reste des trous de fixation pour le bac à lipo, on a mis bien évidemment 2 vis à l'intérieur, 2 écrous de l'autre côté. La plaque double facée, puisqu'elle a que 2 vis, pour éviter qu'elle aille se balader comme ça. Le vario double face sur la plaque et le petit rilsan qui va bien autour comme ceinture de sécurité. Le rilsan ne tient pas les varios chez moi, c'est la ceinture de sécurité si le double face se déchire. Elle prend la saleté à force pour éviter que le vario elle se balade. Alors ça, je ne comprends pas trop de la part de Losi, c'est dommage. Tout comme je ne comprends pas le fait qu'il n'y ait pas de pas inversé sur la biellette de direction. C'est quand même le team kit, c'est censé avoir tout. Évidemment je pinaille, évidemment c'est pas grand chose, mais voilà, quand on veut se la jouer et dire nous on a pensé à tout, il faut penser à tout. Ça aussi c'est bien et c'est pas bien. C'est bien quand tu as un vario ou un moteur qui sont branchés entre deux.
La plupart des varios pour la compète maintenant sont soudés directement avec le moteur. En fait, tu soudes tes fils pour avoir un minimum, moins t'as de prise, moins t'as de risque de panne, etc. Ce support devient donc un problème puisque tu vas pas t'amuser chaque fois à dessouder ou à l'enlever avec et le balader avec ton combo. Ça c'est dommage. Ce système aurait dû être fait de façon à ce qu'on puisse l'ouvrir. C'est prévu par exemple si tu mets le vario devant, tu peux passer tes câbles à travers ici pour aller devant proprement. Si tu veux aller à l'arrière, eh ben, c'est pas prévu, ou alors tu fais les câbles plus longs, etc. etc. J'ai passé finalement le câble quand même dans le bac à batterie ici, pour le récepteur, mais je le répète, je suis pas fan, puisque tu poses la batterie dessus. Donc soit la batterie n'est pas bien au fond, soit elle est à moitié dessus, enfin, c'est pas très gênant, mais c'est pas génial non plus. Et on a fait le tour. Il y a évidemment une multitude de réglages d'ancrage de suspension. Niveau poids final fini, on est bien. Il faudrait que j'enlève les roues, puisque j'ai une balance qui va jusqu'à 3 kg, donc elle sature, parce qu'on est un tout petit peu plus lourd avec les roues. Mais je pense qu'on n'est pas lourd du tout. D'ailleurs, je vais te le faire. Allez, un maximum d'effort, et on va voir ce qu'il dit. Donc là, il faut savoir que le moteur XR8 Plus n'est pas trop lourd. On est dans les 360-380 grammes. Par là, avec le câblage, ce qui est pas trop mal. Le XR8 Plus, par contre, lui, est relativement lourd. Il a aussi un gros bouton digital, beaucoup trop gros, je trouve, c'est un peu exagéré. Qui d'ailleurs, aussi, ça c'est pareil, de la part de l'OSI, ils n'ont pas prévu la moindre fixation. On aimerait donc de la part des constructeurs qui pensent un peu plus universel au niveau de l'électronique. Pour les moteurs, il n'y a pas de souci, ils ont fait des trucs d'enfer. Souvent maintenant, ce qu'on retrouve, c'est ce chariot ici avec une ou deux vis à la limite par le dessous ou deux vis sur le dessus, légèrement penché, comme ça guide évidemment le moteur vers la couronne, avec un accès pour le pignon. Ce qui est bien ici, c'est que cet accès est droit et que la gorge n'est pas vers le haut. Au bas haut, à la gorge vers le haut, le souci donc c'est que si tu as un petit gravillon qui tombe dans la gorge, et ben, il va descendre vers le BTR et se coincer ici en dessous dans l'axe et aller fraiser un peu tout ça. Ça c'est un peu dommage, bon ça arrive rarement mais ça peut arriver, donc eux ils l'ont fait plus bas et plus droit. Moi j'aurais bien vu ça même placé de l'autre sens, c'est-à-dire faire le fraisage vers le bas, comme ça même si quelque chose tombe dedans, ça va avoir tendance à ressortir tout seul de là. Le support, le châssis avant que je vous le pèse, a aussi une forme assez tarabiscotée puisqu'on a la noix qui circule devant dessus. Donc il est fixé au châssis en 3 points, non pas juste en 2, avec un petit déport, mais ça fonctionne super bien, c'est hyper méga rigide de l'avant. On a aussi ici, vous voyez, deux petits trous et deux petites vis qui ne servent à rien, elles servent juste à tenir un plastique pour boucher ces deux trous. Ce qui est assez funky vu qu'on a quand même plein de trous débouchés pour les différents réglages, puisqu'ici on peut déplacer le bac lipo, et ici c'est prévu pour le support, le renfort de châssis arrière court, si on veut avoir plus de flex dans la partie centrale. Pour tout ce qui est flex de châssis, tout ça, on fera une vidéo explicative à se dédier à ça, on va pas se lancer là-dedans maintenant. En gros, plus le terrain accidenté et glissant, plus il te faut de flex et une suspension souple, plus il est dur et tassé, plus il te faudra un châssis rigide. En fait, tu pourras te permettre de rouler avec un châssis rigide. En fait. Alors, tar à 0, 2,7 kg à vide. Ce qui est très bon. Évidemment, on va peser encore les roues. Là aussi, on est sur du sismique, donc des roues relativement légères. Enfin, vraiment, c'est vraiment sismique. Ils font du top matos niveau roues. Attention, le piège des roues. On arrive quand même à 440 grammes pour les 4 roues. Plus donc les 2,7 kg là, ça nous fait 3,140 kg. C'est rigolo, 2,7 tout rond, hein. Je suis trop fort. Donc on a 3,2 kg en gros avec les roues, selon l'équipement. Ça varie, tu mets un vario hyper léger en 4S, tu vas diminuer un peu. Si tu trouves des roues plus légères, tu vas diminuer encore un peu, etc. etc. Et là vient la grande variation des plaisirs, la slipo. Puisque si tu prends une 4S Compact 4800, 415 grammes.
c'est clair, c'est léger. Donc 3,140 kg plus 400, on est à 3,5 kg. En gros, tu prends une 4S 8000, 620 grammes. Donc tu arrives à 3,7 kg, 3,8 kg. Tu as donc, selon la lipo que tu utilises, si tu restes en 4S, un poids variable entre 3,4 et 3,8. Ce qui est très bon, parce que si tu prends par exemple un Vario 4S hyper léger, tu prends un moteur 68 mm de long, bien léger aussi, tu te prends des VS-Line super light, tu te prends un servo low profile, il y a moyen de faire un buggy équipé ici pardon, dans les 3,5 kg. Ce qui est absolument géant. Et ensuite, tu as bien sûr le couillon de base qui roule en loisir avec du 6S. Là, 750 grammes la lipo, plus les 3,150 kg, on est à 3,9 kg. On a donc un poids qui peut varier de quasiment 500 grammes entre un véhicule de compétition prévu bien léger et un véhicule de loisir. Les GT sont plus lourdes que ça. Les GT sont plus lourdes, on gagne un petit peu de poids sur les pneus en GT. Vous allez me dire, on n'a pas l'aileron, on n'a pas le truc. Là aussi c'est pareil, hein, tu mets un aileron Lexan, tu peux diminuer encore. Ça serait assez sympa de voir, de faire un buggy le plus léger possible en restant en vrai un 8 évidemment. Si tu prends un buggy super light, c'est-à-dire un short course indice auquel tu mets des roues de buggy et un aileron de buggy et une carotte buggy, tu seras toujours plus léger, mais tu n'auras pas la solidité qui fait que les buggy 1.8 sont le machin hyper solide et hyper puissant à conduire. Et donc en GT, on est plus lourd généralement à cause de la carreau. On arrive avec certaines carreaux, plus le pare-choc et la mousse devant, on atteint quand même en 6S entre 3,8 kg et 4 kg. Le buggy reste donc le machin poids puissance 1/8, imbattable. Il n'y a rien à faire. C'est quand même vachement léger, ça me plaît. Sujet de la plaque pour changer l'angle. Voilà, j'avais commencé à vous parler, mais on n'avait pas fini avant. Donc ici, on a la plaque qui est à 0 degré. On a donc le moteur qui est monté parfaitement parallèle au châssis. On a, à cause du déport de la couronne de diff arrière qui, au lieu d'être vers l'intérieur, est vers l'extérieur, le cardan arrière qui est parfaitement droit, et on a un angle ici assez prononcé à l'avant pour le cardan de transmission avant. Alors sur le papier, mécaniquement, comme ça, on se dit, ouais, ça change rien, parce qu'il y a un cardan devant, derrière, la puissance passe. Mais ici, le fait est qu'on est parfaitement dans l'axe à 90 degrés de la transmission. Il reçoit donc la pleine puissance en même temps sur les deux axes. À l'avant, néanmoins, comme l'axe est de travers dans la noix, on a une répartition différente de la puissance, on a une certaine perte. Plus tu as d'angle sur un cardan, plus tu as de pertes, c'est inévitable. Ils ont donc fait une plaque qui fait 4,4 degrés, qui place donc ton moteur de travers, ce qui est laid optiquement, forcément, mais qui augmente légèrement l'angle avant et qui diminue l'angle, qui augmente l'angle arrière, mais qui diminue l'angle avant. On se retrouve donc avec le même angle entre les deux transmissions et donc sur le papier la même puissance passée. Est-ce que c'est vraiment perceptible? Je ne sais pas. J'invite à ceux qui ont fait le test de me donner leur impression. Moi, je ne sais pas encore si je vais faire le test, parce que je suis partagé. Est-ce que je vais garder ce buggy et le rouler? D'un autre côté, c'est un buggy de compète. L'utiliser pour ce que je fais, c'est-à-dire juste en loisir, de temps en temps, entre l'herbe et l'asphalte, et faire du gymkhana avec un châssis aussi. C'est trop beau. Ça serait quasiment, c'est du gâchis. C'est du gâchis de me laisser cette voiture, je vous le dis. Moi, si je la roule, ça va être pour commencer à 4S. Après, j'ai un super méga combo 6S, donc c'est dommage de rester en 4S. À ce sujet aussi, au niveau des huiles de diff, la personne qui avait monté ce châssis, c'est pareil, c'est typé compète. On a au centre, à vue de nez, franchement, peut-être 20 000. À l'avant aussi. Et à l'arrière, un peu moins. C'est dur à dire, mais on est globalement sur des huiles assez souples. Donc là, la voiture, en fait, comme elle est là, est bien réglée pour un circuit. Évidemment, la suspension, ça dépendra si tu veux rouler avec ta lipo devant ou ta lipo derrière. En parlant de lipo devant derrière, j'ai commencé à vous raconter quelque chose au sujet de deux trous qui ne servent à rien, enfin qui sont bouchés pour rien. Ces deux trous ne servent pas à rien, ces deux trous sont là pour mettre des masses d'équilibrage.
je pense, particulièrement quand ta lipo est à l'arrière, pour avoir une assiette en vol peut-être plus agréable. C'est-à-dire que si tu es trop comme ça, pour t'éviter de freiner, tu peux rajouter des masses à l'avant, puisque n'oubliez pas, quand tu es en train d'avancer, tout ce que tu freines, c'est perdu. Tu dois ralentir ton véhicule, donc tu perds du temps, et tu dois le réaccélérer après, tu perds encore du temps. C'est pour ça qu'ils ont prévu ces petites masses d'équilibrage, à mon avis. N'oubliez pas qu'en compète, avec la réglementation, ils ont, je crois, des limites de poids, des limites de puissance, etc. Enfin, pas de puissance, mais de voltage. Même s'ils ont droit au HV, par exemple, c'est assez bizarre. Donc, le compétiteur qui n'a pas les moyens d'acheter le HV, il se fera de toute façon carotter par ceux qui ont le droit de rouler avec le HV. Ça, c'est un peu moche. Donc, en compétition, comme tout est limité, pouvoir équilibrer son buggy est important. Enfin, c'est dur à dire. On va dire que, admettons, voilà, tu es en 4S 4800, tu es un peu limite pour finir ton temps, donc plus ton buggy est léger, plus tu pourras rouler longtemps, forcément. Ça c'est clair, avec la même puissance embarquée, si ton engin est plus léger, tu rouleras évidemment plus longtemps, ou tu rouleras plus vite selon ton choix de transmission. Et donc à ce moment-là, quand tu joues sur le poids, c'est important de pouvoir l'équilibrer pour avoir une bonne assiette de vol. Et contrairement évidemment au gars qui est à côté, qui met la puissance qu'il veut, qui va balancer à une batterie 8000, donc il n'y aura aucun souci pour faire les 8 ou 10 ou 12 minutes que dure une manche. Je sais toujours pas ce que dure une manche en compète, hein. Les compétiteurs, merci de nous éclairer. Moi j'ai pas envie de lire les règlements, ça m'ennuie de trop. Donc évidemment avec une surpuissance embarquée et une surautonomie, tu fais ce que tu veux, tu n'as plus vraiment besoin, c'est comme les réglages de diff. C'est vrai que ça joue, mais si tu as trop de puissance et trop d'autonomie, tu peux te permettre de faire des diffs beaucoup trop raides, puisque tu pourras te permettre d'évaporer de la puissance dans les virages et de mouliner comme un cochon pour te sortir du virage, alors que les autres vont rouler plus lentement et s'en sortir mieux. C'est quelque chose que... il faudra aussi qu'on vous fasse un exemple à ce sujet, une petite vidéo. Ça se voit par exemple sur la vidéo de ce dimanche dernier, là pour le run de Nouvel An. J'ai la Audi qui est là. Au lieu d'avoir un pignon de 21 d'origine, j'ai le combo d'origine, j'ai un 16 dents, je roule en 4S en parallèle, et Jérôme, au volant de la S-Works en 6S, qui a un rapport poids-puissance bien supérieur, moi là-dedans encore, j'étais encore en train un peu de glisser, n'a pas réussi à me larguer. Tout simplement puisque en roulant plus soft, on fait mieux les courbes, on passe plus de puissance au sol, on a moins de pertes, moins de choses évaporées, on peut se permettre de freiner et d'accélérer différemment. Le gars qui a trop de puissance va être trop sûr de sa puissance, il va foncer en virage, va freiner trop tard, il va devoir remettre gaz plus fort, etc. Donc il va mouliner, il va perdre tout ça, et il ne sera absolument pas avancé ou avantagé. C'est là que c'est important d'avoir donc des huiles de diff très souples sur les terrains de compète qui sont très glissants, puisqu'on roule en 4S limité, donc on a moins de puissance embarquée que nous en loisir en 6. On a des pneus spécifiques pour les surfaces plus glissantes, il est donc nécessaire d'avoir aussi des huiles plus souples. Et ce qui est plus dur, donc, c'est de garder cette puissance au sol, surtout sur des circuits. Il y a aussi autre chose en circuit que nous on n'a pas en loisir, c'est quand vous voyez le nombre de bosses qu'il y a un circuit, le mec il fait, je sais pas, 10, 20 ou 30 tours et il doit faire toutes ces bosses pareilles. Il doit arriver avec dans le bon angle, avec les bons gaz sur la bosse pour réceptionner au bon endroit, de ne pas faire d'erreur de pilotage, etc. Toutes ces choses que nous, en loisir, on n'a pas. C'est pour ça que nous on a une marche arrière aussi d'ailleurs. Pour pouvoir se sortir des fois quand on est coincé quelque part, on n'était pas censé aller rouler. Un grand merci aux 3 tontons grâce auxquels j'ai pu assembler ce véhicule suréquipé en fait. Pour la direction, c'est vrai, je vous en ai pas parlé, là j'ai mis un petit GX 20 kg parce que c'est un petit cerveau sympa, il coûte 3 fois rien. J'en ai monté des vingtaines, je n'ai eu jusqu'à ce jour, enfin, ça fait plus d'un an que je monte ces nouveaux GX, pas les anciens, mais les nouvelles versions là, et que personne n'a eu de pépin avec, ni même dans le groupe. J'ai tous mes véhicules quasiment équipés avec, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de ces cerveaux qui ont fumé, qui ont coincé, pas de dents qui ont bougé, rien. C'est assez impressionnant pour ce tarif. Évidemment il n'est pas étanche, mais bon, un cerveau ça craint pas vraiment la flotte non plus. C'est pas vraiment exposé non plus, ça dépend de ce que tu en fais évidemment. Je ne montrerai pas ça dans un crawler pour aller rouler dans la boue, ça c'est sûr. Alors, comme toujours, j'invite tous ceux qui ont un Losi 4.0
de me partager les impressions de leurs essais, de leurs réglages. On veut en savoir un max et nous, fanatiques et déjantés du loisir, on a très envie aussi de connaître l'avis des compétiteurs. Voilà. On ne va pas savoir pourquoi vous faites de la compétition, ça c'est sûr. Vous avez l'esprit de compétition, c'est pour ça que vous faites de la compétition. Non, je rigole, évidemment, tous les avis comptent. Donc vraiment, moi j'ai envie de savoir, de la part d'un compétiteur qui a roulé peut-être plusieurs véhicules comme ça, des châssis très chers de grandes marques, quel est son ressenti, pourquoi plus ce modèle que l'autre, est-ce que ça fait une différence, est-ce qu'il a testé cette histoire d'angle, est-ce qu'il a senti une différence, etc., 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 etc. On veut tout savoir. Je dis bien on parce qu'il n'y a pas que moi, on est 7280 à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Salut les gars.